ou qui peut créer des difficultés puisque ça la demande évidemment une évolution de posture avec soi-même. Et ça, je le comprends tout à fait, puisqu'on peut se dire inconsciemment ou consciemment, si je ne suis plus en tant que manager la personne qui se décide, à quoi je sers? À quoi je sers? Je ne sers plus à rien puisque je ne suis plus la personne qui décide. Ou au pire, si je suis salarié dans une entreprise, je vais devoir quitter mon poste puisque je n'ai plus aucune valeur. C'est souvent l'a priori que l'on a qui est souvent inconscient. Donc, je ne veux pas prendre le rôle de facilitateur, sinon je ne sers plus à rien. Mais l'essentiel, c'est l'évolution vers cette posture. Vous avez vu des cas pratiques comme ça où ça bloque? Et on va peut-être demander aussi aux personnes qui sont présentes si ça vous est où vous en êtes, vous, dans votre management? Parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi des responsabilités, des équipes, hein, qui travaillent avec vous. Est-ce Oui, donc que effectivement, bien vu Agnès, depuis 12 ans, j'ai animé plus de 1500 ateliers entre les États-Unis, la France, l'Angleterre. Dans 99% des cas, cette évolution de posture, elle n'est pas facile. Donc, je la vois très régulièrement. Ma question, effectivement, comme vous dites, Agnès, est-ce que parmi vous, là, qui êtes connectés, il y en a qui voient, peut-être vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs avec cette évolution, ou qui voient ce challenge d'évolution de posture? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager un exemple ou quelque chose. On s'était déjà eu en fait, Artus. Je vous avais sollicité il y a 1 an pour. Je fais un mémoire sur le management plutôt participatif. Ma problématique, c'est est-ce que stimuler le lien social contribue en fait à l'initiative collective et à une nouvelle forme de management. Et donc, je suis toujours dans la rédaction de mon mémoire parce que le boulot en fait oblige, freine un peu. Pour le mémoire d'expertise comptable. Donc moi, en fait, mon expérience est surtout sur l'expertise comptable dans les cabinets, où c'est en fait une activité réglementée, assez contrainte en termes de respect de temps alloué en fait au service, et un petit peu un petit peu top and down en fait dans le mode de management. Mais Alors, cependant, le problème, c'est que les collaborateurs, ils ne restent pas et puis ils ont envie d'autre chose. Et il y a toute la force vive en fait qui arrive là et qui est plutôt en fait la génération YZ, et elle attend en fait autre chose. Elle attend, comme vous dites, de l'accompagnement, de la facilitation, d'être là au temps présent et d'en avoir en effet les avantages. Et donc, d'où le sujet que j'ai choisi parce que je pense qu'il est intéressant, il est complètement actuel, d'autant plus avec la pandémie. Maintenant, l'expérience que j'en ai, c'est que quand c'est trop hiérarchique et pas assez transversal et pas assez en mode projet, les collaborateurs, il y a beaucoup trop de turnover et les gens ne restent pas parce qu'on ne les alors intéresse pas en fait autrement à être autonomes. Voilà. on va y revenir justement sur le lien social. La réponse est oui, et je vais parler justement de techniques pour créer ça et pour être précis, parce que moi j'essaie de clasher un peu justement pour créer de la réaction, mais évidemment on peut aussi faire du participatif, pas en mode full co-construction, je décide plus rien, et en même temps tirer profit de ces techniques dont on va parler. Juste, je reviens, je crois que c'était vous, Axel, à un moment donné, vous vouliez intervenir peut-être. Oui. Donc moi, en tant que manager d'une équipe de vente de 10 personnes, avec des âges entre 30 et 55, donc mixité, alors mixité déjà au niveau genre et mixité âge, j'ai assez naturellement pratiqué ce genre de management je dirais pour 2 raisons. À la fois une meilleure efficacité, c'est-à-dire que les réponses correspondent aux attentes des salariés, et pour utiliser l'expérience et l'expertise d'un certain nombre de membres de l'équipe. Donc, je vais prendre un exemple concret. Si une équipe de vente a besoin d'outils, de catalogues, de plans merch, donc moi c'était l'éclairage chez Philips, je pense que c'est bien de partir d'un idéal, de dire voilà idéalement tout ce qu'on voudrait, d'embarquer les salariés, de mon équipe en fait, pour aider le marketing à concevoir les choses, ou du moins à les relire et à faire des commentaires une fois qu'il y a une proposition d'outils, parce que là on peut faire des actions correctives, voire le tester en magasin sur des éléments de merchandising.
et puis d'arriver à un consensus, je dirais, quitte à faire des compromis, parce qu'il y a parfois des choses que le terrain, les équipes de vente rêvent, mais qui ne sont pas possibles ou qui sont trop chères, et que du coup, le compromis soit aussi lié à un échange entre la fonction vente et la fonction marketing. Donc, je pense qu'à la fin, ça permet d'avoir les bons outils, ça permet de se parler, de comprendre les contraintes des uns et des autres, et ça permet à la fin de donner du sens aussi et de reconnaître l'expérience des plus anciens. Alors, j'aime beaucoup votre exemple, Axel. Si j'ai bien compris, je répète, hein, pour vous, cette fonction de facilitateur, et vous donner un exemple concret, c'est vous facilitez, plutôt Oui. que de décider pour les autres, vous facilitez le lien entre les équipes de vente, leurs demandes, et les équipes marketing qui peuvent y répondre, et vous facilitez dans le sens, vous aidez aussi à voir là où on doit ajuster, parce qu'il y a des membres qui ne sont pas recevables, on ne peut pas aller… et donc, vous jouez ce rôle de connexion entre Oui. le marketing et les ventes plutôt que de décider pour tout le monde. Donc là, vous avez un exemple concret de facilitation. Super. Alors, on a une petite question et après, je vais revenir sur ce que vous venez de dire, Axel. Mais on a une petite question de Christophe. Alors, Christophe, vous avez une mauvaise connexion, donc on va lire la question. Donc, il dit, oui, effectivement, le management uniquement OP down, j'ai bien dit ou pas? Ou up and down, c'est d'un autre siècle. Top, Oui, oui. top, là. Oui, vertical, quoi. Enfin, vertical, moi, c'est ce que je comprends, en tout cas, de notre siècle. Vigilance sur la nécessité d'avoir un réel leadership pour tenir un cap, une direction, une ambition. Le leader, c'est écouter et embarquer par un management individuel et collectif. Oui, Artus, oui. Et comment concrètement, surtout? Top down. Ok, oui, ça. Ok, Étienne, ouais. Il y avait un. Christophe, pardon. Il y avait un. Ça, c'était mal noté. Oui, Alors, top down. Management vertical, en fait. Hein, super question. Merci, Christophe. Selon moi et mon expérience, effectivement, c'est ça un peu le paradoxe, c'est que la capacité de l'équipe, des collaborateurs à être autonomes dans leurs décisions, à collaborer, à co-construire, n'est possible qu'au sein d'un cadre clairement défini. Et donc, ce cadre clairement défini, ça veut dire, effectivement, un leader, un manager, une chef d'équipe, peu importe, qui est au clair avec soi-même, moi, quel est mon style, quelles sont les limites que je ne veux pas dépasser, qui sont acceptables par rapport à mes valeurs. Donc, ça demande un travail sur soi. Je prends du recul. Ça, c'est un cadre qui aide les équipes à se sentir en capacité d'être autonomes, premièrement. Donc, ça, c'est vraiment avec soi-même. Et deuxièmement, c'est le cadre, effectivement, de décision. Si, par exemple, on co-construit, encore faut-il que l'on se soit entendu sur les règles pour co-construire. Donc, quelles sont… je vais donner un exemple concret qui, pour moi, illustre peut-être cette question. Donc, dans le principe, hein, pour faire court, Christophe, vous avez tout à fait raison. Être libre, ça n'est possible qu'au sein d'un cadre clair. Et je vais donner un exemple, une mission que j'avais réalisée qui m'avait beaucoup plu dans ce sens-là. La question complexe, c'était comment est-ce qu'on permet, c'est un grand groupe du luxe, comment est-ce qu'on permet à tous les vendeurs en boutique à Tokyo, Buenos Aires, Paris, d'être libres de leur salaire, d'avoir des salaires libres en fonction du contexte politique et économique local, sans pour autant que le CFO de l'entreprise se jette par la fenêtre. Vous imaginez, tout le monde définit ses salaires libres, on va exploser le budget au global. Et ben, ce que j'ai aidé le cadre à co-construire avec l'équipe, c'était une charte. Ils ont co-construit une charte qui permettait d'atteindre ce résultat. C'est-à-dire qu'il y avait des règles clairement définies qui permettaient de mettre des limites hautes et basses pour la définition des salaires, qui à la fois garantissaient la liberté de choisir et en même temps d'avoir une cohérence au global. Donc, le cadre est essentiel et on va donner juste après, on va parler technique justement d'autres exemples de cadres. Alors, il y a le cadre qui est essentiel et en préparant un petit peu aussi ce moment, vous parlez beaucoup, Artus, d'instaurer, au-delà du cadre et des règles, une sécurité affective auprès des équipes, quelque part de sécuriser ces équipes. Ça revient aussi à ce que vous venez de dire au démarrage. Qui suis-je en tant que manager? Je fais un travail sur moi pour savoir qui je suis, comment je me définis. Et derrière, peut-être arriver à transmettre ça aux équipes. Comment ça se passe? Oui, en fait, tout à fait. Donc, merci Agnès pour la question. Ça, c'est pour moi le premier facteur de cadre. Donc là, je donnais l'exemple là, des salaires libres. Mais en fait, le premier cadre qui permet cette collaboration, c'est la sécurité affective. Alors, je veux juste expliquer pourquoi, avant d'expliquer comment ça se met en œuvre. Mais
il y a une étude en fait très intéressante de Google, vous pourrez regarder, ça s'appelle le projet Aristote, vous en avez peut-être entendu parler, qui a eu lieu, je crois, de mémoire, c'est en 2012, où Google s'est dit qu'est-ce qui fait qu'une équipe cartonne. Et leur point de départ, c'était de dire une équipe qui cartonne, c'est une équipe qui a les meilleurs éléments. J'ai les meilleurs profils au sein de mon équipe, je cartonne. Et ils se sont aperçus que, en fait, non, ce qui faisait que les équipes étaient au top du top, le niveau au-dessus, c'était le niveau de sécurité affective. Et le niveau de sécurité affective, alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et en creusant, un peu, en m'intéressant un peu à l'histoire de l'humanité, je me suis rendu compte qu'il y a des milliers et des milliers d'années, nous vivions tous en tribu. Vous voyez, alors je crois que j'ai un slide ou deux là-dessus, mais je vous le partagerai après. En tribu autour du feu. Vous imaginez nos ancêtres vivant autour du feu et vivant de la chasse. Et si j'étais éjecté du groupe, si j'étais éjecté de ma tribu, c'était la mort assurée. Pourquoi? Parce que je me faisais dévorer par le tigre ou le lion qui passait par là. Et donc, je devais absolument adhérer à la tribu, aux idées, suivre le groupe. Sinon, c'était la peur de mourir. Eh bien, nous avons gardé toutes et tous, au fond de nous, inconsciemment, cette peur profonde d'être éjecté de la tribu, de mon cercle professionnel, de mon équipe. Et lorsque je dois collaborer, a priori, je dois donner mon avis, mon idée, peut-être être en désaccord. Or, à moins d'avoir la sécurité affective, je ne vais jamais le faire parce que je vais avoir peur de le faire parce que pour moi, c'est égal à la mort. Être éjecté socialement du groupe, on parlait du lien social, Brigitte, tout à l'heure, c'est égal à je vais mourir inconsciemment. Donc, le premier cadre qu'un manager, un chef d'équipe doit faire pour collaborer, c'est créer cette sécurité affective, sans quoi je vais retomber dans des schémas de peur ancestrale. Comment je fais concrètement pour assurer cette sécurité affective? Là, je vous partage mon écran, je vous montre, normalement, vous devez voir un slide. Ça, c'est un slide type que je mets tout le temps au début. Ça peut être une séance avec un comité de direction, une équipe de vente, etc. Peu importe, je vais proposer ces règles. Je vais dire, je vous propose à toutes et tous, pendant notre travail ensemble, ces 3 S. On va s'écouter, on va s'exprimer, on va dire vraiment ce qu'on pense et on va essayer de se déconnecter de nos portables ou de nos Slack quelque temps. Ça n'a rien d'extraordinaire, ces règles, hein. C'est ultra simple, on est d'accord. Seulement, le simple fait d'avoir consciemment posé ces règles et avoir dit à tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez changer? Déjà, on a enlevé 60% de la peur. Deuxième chose que je fais, je donne des rôles. Je dis, mon rôle à moi, c'est le slide suivant que vous devez voir, il est d'être facilitateur, c'est-à-dire que je vais faciliter la discussion et je vais aussi vérifier que ça se passe bien. Et puis, je fais appel à des volontaires. Souvent, je dis, vous, votre rôle, c'est d'être observateur. On fera un point à la fin de séance pour voir comment s'est passé le respect des règles. Et si jamais vous sentez qu'on dérive, on n'est plus dans l'écoute, s'exprimer, etc., vous levez la main. Et moi aussi, je me fais garant de ce cadre. Dit autrement, pour créer la sécurité affective, très concrètement, je pose des règles aussi simples que ces 3 S et je mets en avant le fait qu'il y a quelqu'un pour surveiller ces règles. Ces 2 éléments-là, lorsque je les ai, eh bien, j'ai déjà gagné 95% de sécurité affective en plus. 95%. Et j'ai des exemples où j'ai animé des équipes, de grands groupes aux petites équipes, où des personnes ne s'étaient jamais exprimées. Et elles ont fini avec des larmes aux yeux à la fin de la réunion parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient capables de le faire. Mais pas parce qu'elles n'étaient pas moins intelligentes que les autres, mais c'est qu'elles avaient eu peur. Elles n'avaient pas osé être en désaccord, osé dire le fond de leur pensée. Donc la sécurité affective, encore une fois, c'est le premier élément de cadre qui est essentiel lorsque je veux aller vers du collaboratif. Et encore plus depuis qu'on est tous loin les uns des autres, enfin, en partie. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que vous avez eu des expériences? J'en profite pour dire bonjour aux 2 personnes qui sont arrivées après coup. Bienvenue à vous. Désolée, on ne vous a pas, Loris et une autre personne, mais je n'ai pas le nom, je me souviens plus du nom. Bonjour à vous, merci et désolé du retard. Pas de Bonjour problème. Loris, bienvenue.
Alors, Merci. est-ce qu'il y en a qui veulent réagir un peu? On a parlé de pas mal de choses, la sécurité affective, la posture. Je ne sais pas, vous avez peut-être un cas avec votre équipe, votre entreprise ou quelque chose que vous avez vu ou vous voyez et vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a des choses vous avez des questions peut-être par rapport à ce qu'on a abordé. N'hésitez pas. Comment vous traiterez ces relations dans le fait que ce soit des stagiaires alternants ou des employés à temps plein? Est-ce que vous ferez pas de distinction? Aucune distinction. Aucune distinction. Aucune distinction, puisque en fait, encore une fois, cette question je ne sais pas si vous étiez arrivé, Loris, mais on a parlé donc le fait de cette peur que l'on avait depuis qu'on était en tribu, que j'arrive dans une équipe où je suis là pour quelques heures, ou bien je suis là depuis des années, cette peur inconsciente de briser le lien social avec les personnes avec qui je suis pour l'heure ou pour les années à venir, il est toujours là. Même dans sa. Et alors, c'est rigolo parce que, donc, peu importe qu'on soit alternant, stagiaire, là depuis 10 ans, ça ne change rien. Dans sa propre famille aussi, vous allez peut-être faire un lien avec le perso, dans sa propre famille, on a ça aussi. Hein. Donc, ça s'applique à n'importe quel contexte. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant et que, voilà, c'est un point très, très important à tester. Moi, je vous ai proposé la règle des 3 S, mais vous pouvez tester dès cet après-midi, dès demain avec votre équipe, lors d'une prochaine réunion, de dire, bah, pour cette réunion, tiens, je vais essayer, je vous propose qu'on se donne ces petites règles pour discuter ensemble et que je prenne un rôle où je vais être facilitateur, je vais faciliter la discussion et peut-être je mettrai un stop si je vous indiquerai si je vois qu'on ne s'écoute plus. Testez-le et voyez ce qui se passe. Ok, merci. Et est-ce que ce schéma il est reproductible dans les petites équipes de 2-3 personnes? Ça marche quelle que soit la taille, même en binôme. Même en binôme, ça fonctionne. En fait, vous l'avez compris, le fond de ces règles et des rôles, c'est d'aider à, encore une fois, à se sentir suffisamment en sécurité pour exprimer ce que je pense vraiment, être en désaccord avec la personne avec qui je discute et donc pouvoir construire avec elle, co-construire. Je comprends, merci. Ça marche même en couple aussi, avec vos conjoints respectifs. C'est pareil. Et alors, j'enchaîne un peu sur. Pardon, allez-y. Et les enfants, oui. C'est fabuleux ce qu'on peut faire avec les enfants quand c'est eux qui proposent des solutions. Mais on enlève une charge mentale qui est quand même essentielle. Alors, effectivement, il y a une autre règle aussi qui est applicable dans tous les cas et que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec vos équipes, une technique plutôt que je trouve particulièrement efficace et que j'ai essayé d'incarner un peu aujourd'hui, ce que j'appelle l'écoute active. Alors là, pareil, je vais juste vous partager. Normalement, je dois avoir un slide là-dessus. Où est-ce qu'il est, mon slide sur l'écoute active? Tac, tac, tac. Voilà. Est-ce qu'on voit bien, Agnès, vous voyez bien mon écran? Oui. Donc, juste pour être clair là-dessus, dans 99,9% du cas, on est en écoute passive ou projective. C'est-à-dire qu'on écoute, on entend, j'entends ce qu'on me dit, écoute passive, et projective, je réponds, mais je réponds en projetant, en étant un peu biaisé. Donc, par exemple, j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit « Ah, mon père est à l'hôpital ». Et j'ai eu moi-même un parent proche qui a été à l'hôpital pour une maladie grave récemment. Je vais tout de suite répondre « Oh, quelle horreur, ça doit être vraiment dur pour toi, ça doit être difficile ». Je vais projeter dans ma réponse ce que moi j'ai vécu. D'accord? Alors peut-être que la personne, le père est à l'hôpital parce qu'il se fait opérer de quelque chose qui est vachement positif et justement ça se passe très bien. Et donc il n'y a pas de négativité ou il n'y a pas de tristesse. Je vais projeter. Ça, c'est 99,9%. En fait, je mets 90% sur le slide, mais c'est plutôt 99%. On ne s'en rend pas compte. Franchement, prenez du recul cet après-midi dans toutes vos interactions en famille, pro, en Zoom, en personne. Je mets ma main à couper que vous allez voir qu'on est dans le passif ou le projectif. L'écoute active, c'est la technique clé pour la collaborative. Ce mode d'écoute, c'est j'écoute ce qu'on me dit et moi, la technique que j'aime beaucoup, c'est je répète ce que l'on m'a dit, je réutilise avec mes mots pour être sûr déjà que j'ai bien compris et pour ensuite pouvoir construire dessus, ne pas ajouter du biais. Donc, je crée de la collaboration by design, par défaut. Je crée de la co-construction quand je suis dans de l'écoute active. Ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement.
Alors, tout à coup, là, ce que vous nous dites, Artus, le management collaboratif, la co-construction, ça passe nécessairement, et nous, on est fans chez C'est la Néo-Formation, forcément, par un travail sur soi. À la base, il faut quand même avoir une certaine, oui, un certain recul. C'est très, très intéressant. J'essaye de faire une écoute active et pas projective, là, pendant que je vous parle. Donc, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye de mettre en application ce que vous venez de dire, de ne pas venir rajouter, d'être capable de rester centré. C'est hyper important. On est sur des valeurs profondément humaines, finalement. Exactement, vous avez raison. Après, moi, je peux comprendre que parmi les personnes connectées, déjà, tout le monde n'a pas forcément envie de faire un travail sur soi ou le fait à chacun à sa façon. Et j'aurais tendance à dire que si vous n'allez pas directement sur le travail sur soi, c'est pas grave, ça peut fonctionner aussi. Je dirais juste les techniques comme l'écoute active, qui pour moi est la première chose facile, et essayer de proposer ce cadre avec des rôles et des règles dans une réunion. Je vous propose de tester cela dès aujourd'hui. En moyenne, on met 30 jours pour créer une nouvelle habitude dans son cerveau. Vous vous souvenez peut-être de cette petite règle. Et que ça devienne des automatismes. Si ça devient un automatisme, le fait que vous fassiez de l'écoute active et que vous proposiez ces règles lorsque vous avez une réunion, ça sera déjà un grand pas en avant et vous n'aurez peut-être pas forcément eu besoin de faire un énorme travail sur vous. Ça aurait été simplement de tester la technique et qu'elle devienne automatique. Donc, c'est ça les actions concrètes que je vous propose et qui me paraissent, j'ajoute un petit point, qui me paraissent particulièrement importantes dans le contexte du moment où je sais que tout le monde est va vers un travail hybride, où on mixe le travail au bureau, le travail à la maison. J'allais y venir, justement. Donc, votre avis sur le travail hybride et sur ces outils, comment on les place dans ce contexte? Alors, je vais juste dire une chose, puis après, je vais laisser à tout le monde le temps de rebondir, parce que vous avez peut-être des questions. Mais en un mot, souvent, on me dit le travail hybride, là, pareil, je crée un petit clash, parce que je trouve que ça aide à voir la subtilité. Il s'agit, avec mon équipe, de définir le nombre de travail que l'on a à la maison. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça que vous avez De dit. jours. Ouais, Oui, le nombre de jours. Nombre de jours de travail. Le nombre de jours de travail à la maison versus au bureau. Pour moi, ce n'est pas du tout ça la question du travail hybride. La question du travail hybride, c'est plutôt quelles sont les tâches ou les missions que je veux que l'on doit, en tant qu'équipe, réaliser en synchrone, où nous sommes tous en même temps en train de travailler, en personne, sur Zoom ou les deux, versus les tâches que l'on doit réaliser, que l'on peut réaliser en asynchrone, c'est-à-dire chacun en autonomie, peut-être il y a des petits groupes qui se forment, à son rythme. Et ça, c'est une meilleure, selon moi, approche, une approche beaucoup plus efficace pour ensuite arriver en conclusion au nombre de jours moyens où on va se retrouver ensemble ou pas. Et pourquoi c'est le lien avec le management collaboratif? C'est qu'évidemment, vous avez compris, quand on sera en synchrone où chacun a son rythme, la posture du manager qui est facilitateur va encore prendre de l'importance. Quand chacun travaille de son côté à son rythme, je dois prendre un rôle de facilitateur, c'est-à-dire ne pas imposer quelque chose à une date, mais plutôt aider la personne à trouver le rythme, à se connecter. Idem quand on est asynchrone, ça va jouer un rôle extrêmement important pour faire le lien. Donc, c'est là que vous intervenez, oui, et que l'écoute devient encore plus importante. Et l'écoute active devient encore plus importante dans ces deux cas également. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce travail hybride. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de notre demi-heure. Une question, une précision. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des choses où vous avez le droit de ne pas être d'accord, encore une fois. J'ai juste une question, Artus. C'est toujours Brigitte, oui. C'est pour savoir, là on parle en fait de l'émetteur, c'est-à-dire le manager qui initie le mouvement. Moi je parlais en fait du récepteur, le collaborateur. Dans quelle mesure vous employez en fait des voix différentes en fonction des profils, du type une équipe artistique, elle va être forcément ouverte, et puis une équipe par exemple d'une profession réglementée, très comptable et tout ça, on a forcément des profils un peu plus fermés. Donc est-ce qu'il y a des voix particulières en fonction des profils des collaborateurs? Alors, je suis un peu radical, hein, mais merci Brigitte pour cette question que je trouve superbe, sincèrement. La réalité, c'est que non. L'écoute active et la sécurité affective avec les 3S, le slide que je vous ai montré, je le projette aussi bien avec l'URSSAF. Je travaille avec des personnes de l'URSSAF qu'on pourrait dire c'est des entreprises qui sont moins innovantes de base, qu'avec une start-up qui vient de lever 10 millions d'euros et qui est dans la cybersécurité. Et là, je donne des cas concrets de clients avec qui je travaille. Ça ne change strictement rien.
Parce qu'en fait, on est tous des êtres humains. Alors, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc oui, peut-être, effectivement, si j'ai une équipe qui est plus fermée, qui a moins l'habitude que on lui laisse la possibilité de s'exprimer, il faudra que je prenne un peu plus de temps pour être sûr que les règles sont claires, les rôles, etc. Peut-être, ça je suis d'accord. Mais le principe d'écoute active et des règles aura la même puissance. La même puissance. Ça marche dans tous les cas. Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager son expérience avec ses équipes ou Moi, j'aurais, Axel, une question. C'est quand il y a une très forte résistance d'une équipe ou plutôt de certains membres de l'équipe. Ça doit exister. Vous gérez comment? Oui, il y en a toujours. Alors, c'est toujours facile, et là, il faudrait prendre du cas par cas, mais moi, j'ai vécu effectivement des moments où il y avait des résistances, mais euh, plus la personne résiste, plus je l'implique. C'est-à-dire, plus je vais co-construire avec elle. Par exemple, si, c'est un peu paradoxal, on dit souvent, on va construire une mission ou un projet avec les personnes qui sont les plus motivées, proactives. Moi, quand je constitue des équipes en interne des grandes entreprises ou startups clientes, je vais justement mixer les personnes qui sont naturellement proactives sur le projet et celles qui sont euh, les plus réticentes. Parce que le problème des personnes réticentes, c'est pas forcément qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ont un niveau de peur ou d'insécurité qui est plus élevé. Et donc, si je mets plus d'énergie pour les écouter, non seulement je vais tirer des idées que je n'aurais jamais pu imaginer, elles ont des géniales idées, et en plus, je vais les impliquer. Donc, la seule subtilité que je mettrais avec les personnes réticentes, c'est de passer plus de temps avec elles pour les écouter et les intégrer. et lever les freins, lever les peurs finalement. Arthus, Exactement. Juste un témoignage de mon côté aussi en ce qui concerne le travail hybride, parce que c'est vrai que depuis la pandémie, on a appris à travailler de façon complètement différente. On a commencé à travailler chez nous, puis ensuite depuis un tiers-lieu, puis enfin on revient de moins en moins au bureau principal, comme on dit, et au siège. Et donc moi, en plus, j'ai une équipe qui est partout dans le monde. Donc je ne les ai jamais vus physiquement. Je travaille avec 6 personnes que je n'ai jamais vues physiquement, jamais rencontrées autrement qu'en visioconférence. Et donc, il fallait en effet mettre en place un management totalement horizontal. De toute manière, quand vous êtes en visioconférence, vous êtes à l'horizontale. En fait, vous pouvez pas échelonner, il ne peut pas y avoir du top-down, etc. Et pour qu'il y ait vraiment de l'écoute, il faut déjà qu'on se voit. La première des choses. Enfin, je ne l'ai pas imposé, mais je me mets toujours en visio ouverte pour qu'on me voit. Même si je suis chez moi, je peux toujours changer le décor, etc. Et je pense que sinon, on ne s'écoute pas. Si on ne se voit pas, on ne s'écoute pas. On ne sait pas qui écoute. Et ça, c'est une des parties les plus importantes. Après, j'ai créé aussi des outils partagés, en fait, qui nous permettent tous d'utiliser le même serveur, la même plateforme, avec des dossiers qui sont tous organisés de la même façon pour qu'on puisse tous se servir. Ça aussi, c'est un outil très horizontal parce qu'on est tous sur le même serveur. Il n'y a pas de secret. En fait, tout le monde voit les outils de tout le monde. Et après, le plus important, bien sûr, c'est de nous voir le plus possible, de créer des one-to-one avec chacun et puis ensuite des réunions de groupe pour permettre à chacun de s'exprimer auprès des autres. Et j'arrive à faire en fait mes réunions d'équipe seulement une fois par mois. La raison pour cela, c'est qu'ils sont dans des endroits complètement opposés du monde. Entre Dallas et Kuala Lumpur, il y a 14 heures de différence. Donc, il faut forcément que quelqu'un se couche tard ou qu'il se lève très tôt pour que ça tombe à un moment qui convient à tout le monde, habituellement aux alentours de 2 heures chez nous. Et à ce moment-là, chaque réunion, nous la commençons de façon complètement décontractée. Pendant 15 minutes, on fait un tour du monde des bonnes nouvelles. Donc, je ne veux pas qu'on parle de pandémie ou des choses affreuses qui se passent partout dans le monde. Ils ont chacun à choisir une image qui illustre quelque chose de sympathique ou de positif qui se passe dans leur pays. Donc, ça peut être, je ne sais pas, l'Euro de football. Il y avait un moment, il y avait Eurovision. À un autre moment, pour représenter l'Europe, ou bien Labor Day aux US, ou les différentes nominations aux Awards en Asie. Enfin, il y a toujours des choses intéressantes qui se passent dans le monde.
Mais ça nous permet en effet de commencer de façon décontractée à chaque fois et puis d'ouvrir nos écoutilles au départ avec quelque chose de positif qui pourrait intéresser tout le monde. Juste quelques idées sur le J'aime beaucoup ce que travail, vous dites. Merci, sur le Vilidiana. management à distance qui est vraiment pas évident. J'aime beaucoup ce que vous dites et ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est l'importance de, surtout quand on ne peut jamais se voir en personne, de maintenir ce lien social par d'autres Exact. moyens. Par exemple, chacun raconte ses bonnes nouvelles, ça permet un minimum de se voir, de dire on met un peu la vidéo. Et vous avez dit un autre élément qu'on avait moins abordé, je trouve, qui était super intéressant, c'est la transparence. Dans ces modes de travail plus horizontaux, pour permettre la collaboration, ce dont on aurait peut-être moins besoin si on se voit en personne, parce qu'il y a toujours des petits chit-chats qu'on voit à la machine à café, enfin toutes ces choses-là, la transparence. Donc ça demande aussi un nouveau format d'organisation des dossiers. Si on a des serveurs, on a des choses qui sont beaucoup plus accessibles à tout le monde, que chacun écrit ensemble, plutôt que des choses qui sont uniquement accessibles à une certaine partie de personnes. Exact. La transparence est un autre élément clé pour permettre la collaboration et surtout quand on est totalement à distance, comme vous le disiez, Liliana. Donc ça, c'est un super exemple. Merci beaucoup. J'ai une toute petite question avant de clôturer avec Vilidiana. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, effectivement, les personnes dans votre équipe, c'est un cas extrême, sont très, très éloignées. Est-ce que vous arriveriez ou est-ce que vous arrivez déjà à mettre en place cette écoute active dont a parlé Artus et à rester finalement dans un rôle très, très à l'écoute? C'est la règle. De toute façon, l'écoute, on ne peut pas avancer si on ne s'écoute pas. Enfin, sinon, chacun avance dans son coin et il ne fait pas partie d'une équipe. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base, l'écoute. Mais comme je vous le disais, l'écoute, ça va aussi avec la vision. Donc, il faut qu'on se voit. Autrement, on ne s'écoute pas. Ah ouais. Et moi, j'insiste beaucoup. Enfin, je ne peux pas l'imposer, évidemment, parce on fait attention à ce qu'on dit. L'approche culturelle est différente d'un pays à l'autre. On n'est pas obligé de mettre sa caméra en marche. Mais moi, je mets la mienne. Et même si je ne suis pas maquillée, évidemment, je ne suis jamais en chemise de nuit, mais j'essaye d'être dans un cadre professionnel. Et en plus, je suis plus âgée qu'eux, donc ça ne me pose pas de problème de me montrer telle que je suis en face d'eux et de jouer carte ouverte et de les inviter aussi à enlever leur caméra, à mettre leur caméra en marche. Donc, l'écoute, en effet, c'est la base. Absolument. Vous avez une bonne ambiance, une bonne dynamique dans l'équipe? Il y a une excellente ambiance. Excellente ambiance. Là, j'ai 2 nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Elles aiment bien. Elles adorent. Surtout le small talk. En fait, la petite partie d'introduction qu'on fait à chaque fois qu'on fait les team meetings. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Quand on travaille à distance, on n'a plus le temps de prendre le café ou de discuter au coin d'une porte ou dans un ascenseur avec un collègue. La seule façon de nous voir, c'est pendant ces réunions qui sont très, très minutées. C'est 30 minutes après 30 minutes et à chaque fois, il faut aller vraiment à l'essentiel. Donc, ça nous oblige aussi à être très synthétique dans les façons de présenter les choses. On a des règles, des schémas de réunion. On sait que les 3 premières minutes, de toute façon, on va parler des choses sympathiques. Donc, on prépare le sujet à l'avance. Et puis après, on attaque le sujet immédiatement de travail, etc. C'est super clair. Et merci, Vilidiana, pour ces détails. Une chose qui peut-être, si on pouvait résumer un peu, en tout cas, ce en quoi je crois sur cet aspect de management collaboratif, c'est, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est en fait le cadre l'emporte sur l'individu. Et donc, en fait, si je veux mettre du management collaboratif en place, c'est avant tout, encore une fois, ce cadre que je mets en place, mais c'est incarné par ma posture. Si j'évolue vers mon rôle, en fait, si j'accepte que pour faire du management collaboratif, mon rôle n'est plus de décider, mais de faciliter l'échange, le lien et la décision par les collaborateurs, en fait, toutes les réponses s'en suivent. En fait, je vais être même clair, je suis sûr que chacun d'entre vous qui êtes connecté, vous avez déjà des techniques qui seront 1000 fois mieux que moi, ce que je peux mettre en place, ou en tout cas adaptées plutôt à votre situation. Mais la vraie question de fond, c'est comment êtes-vous prêt et comment souhaitez-vous faire évoluer votre rôle qui n'est plus de décider, mais de faciliter le lien, la décision
entre les collaborateurs de façon autonome. Si vous faites ce switch, toutes les réponses en découlent. Mais ce switch, il est moins évident que ce qu'on imagine parce que ça demande de dépasser ses propres peurs, ses propres questions, peut-être des techniques. On a vu l'écoute active, etc. Mais vous voyez l'idée. Merci beaucoup, Artus. Alors évidemment, pour mettre tout ça en place, on a besoin de personnes comme vous. Donc, vous proposez des parcours d'accompagnement aux équipes et aux managers, notamment sous forme de formation. Également chez nous, chez Celano Formation, on est très honorés. Pour en savoir plus, évidemment, si vous avez été intéressé, vous n'hésitez pas à nous recontacter via LinkedIn. On va vous mettre aussi dans le chat, je vais vous mettre les liens des sites web, mais je pense que vous les avez déjà. Je vous remercie beaucoup, Vilidiana et le groupe Spaces, d'avoir proposé cet échange. Je l'ai trouvé super constructif. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Je dis merci à tous. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas encore une fois à nous recontacter dans le chat. Je vois, merci Gilles, merci. Oui, n'hésitez pas aussi via LinkedIn si vous avez des questions à nous contacter. Je pense qu'on est assez réactifs. Voilà, et donc, parce que c'est des sujets qui sont quand même complexes, donc on comprend que c'est pas en 40 minutes qu'on va refaire le monde non plus, mais on a donné peut-être quelques lignes, quelques petites idées pour démarrer. Voilà, après, effectivement, tout ça peut s'inscrire dans le cadre d'un accompagnement dans le temps sur mesure en fonction de votre demande. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Je vous remercie à tous. On met le mot de la fin ? Super, oui, voilà, je ne sais pas quel est le mot de la fin. Le mot de la fin pour moi, c'est aujourd'hui, on ne décide plus quand on est un bon manager, on facilite et ça, c'est une posture à adopter qui me semble cruciale. C'est ça, le cadre l'emporte sur l'individu et donc si je mets le cadre, les personnes vont collaborer d'elles-mêmes. Voilà, ça se fait de façon quasi organique. Merci à vous, Agnès. Merci encore aussi à vous, Vilidiana, pour la confiance et à très bientôt à toutes et tous pour merci à tous plus de discussion. Merci à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.